Ok. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voulais remercier le CESA de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de revenir travailler avec cette institution et de contribuer au débat sur les problèmes qui occupent notre continent. Pour ma part, aujourd'hui, le sujet étant vaste, je vais le présenter en trois parties. D'abord, un état des lieux de ce qu'on appelle l'extrémisme violent, mais plutôt focalisé sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, puisque ce sont les régions sur lesquelles je travaille. Donc, désolée pour les autres parties de l'Afrique, mais on verra que de toute façon, on a des points communs qu'on peut retrouver. Deuxièmement, je vais parler des mesures de contre-extrémisme du point de vue militaire et du point de vue de ce qu'on appelle des soft policy, donc les mesures non militaires. Donc mon point de départ, pour ce qui concerne l'Afrique du Nord-Ouest, sera l'année 2011, donc l'année de ce que l'on a appelé les printemps arabes, qui a représenté une véritable surprise stratégique, non seulement pour les États de la région, les acteurs internationaux, mais aussi pour l'organisation d'Al-Qaïda. Ok. Alors, donc, ces soulèvements populaires nord-africains, on peut dire qu'ils ont mis les États de la région dans un état de sidération, donc d'un phénomène soudain et inattendu, mais ils ont pris aussi de court Al-Qaïda dans le sens où l'organisation a compris que le changement pouvait se faire sans elle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas le moteur du changement auquel elle comptait procéder. Certains analystes à l'époque ont parlé de la fin de Al-Qaïda, que le terrorisme allait s'affaiblir du fait des soulèvements et des bouleversements politiques et sociétaux dans cette région. Mais c'était sans compter les capacités de résilience de l'organisation et surtout l'opportunité qu'a représenté la multiplication des foyers d'instabilité qui ont suivi ces soulèvements et l'instabilité à des territoires qui auparavant n'étaient pas concernés par l'instabilité. En ce qui concerne, pour faire court, excusez-moi, voilà. En ce qui concerne donc l'état des lieux et les caractéristiques de l'extrémisme violent au tournant de l'année 2011 et jusqu'à aujourd'hui, il faut rappeler que c'est l'année aussi où Al-Qaïda a subi d'énormes pertes sur le front asiatique, puisqu'il y a eu l'élimination de Ben Laden et d'autres chefs de l'organisation au Pakistan, au Yémen et dans les zones tribales. Mais l'organisation, comme je disais, a une capacité de résilience et donc elle a tôt fait de profiter de l'instabilité dans la région pour exercer, si vous voulez, un transfert de ces réseaux vers l'Afrique. Donc d'abord un rebasculement stratégique vers le Maghreb et le Sahel. Ça a commencé très tôt avec le transfert en Libye d'importantes figures de Al-Qaïda. Et il s'en est suivi une extension continentale du djihadisme en Afrique de l'Ouest en particulier. Les caractéristiques aujourd'hui, c'est d'abord un renforcement des moyens militaires et financiers grâce aux armes en libre circulation, puisque la Libye était un arsenal à ciel ouvert, mais aussi grâce au financement de pays extérieurs comme le Qatar et l'Arabie saoudite. On a aussi une diversification inédite des recrutements, donc pas seulement des Maghrébins, mais des Subsahariens, des Sahéliens et aussi des Occidentaux. En particulier aussi des Mauritaniens qui sont devenus des figures importantes. On a aussi une forte capacité de résistance et une grande rapidité d'adaptation, même après une opération militaire comme l'opération Serval, qui a certes réussi à chasser la grosse partie des groupes extrémistes du nord du Mali, mais qui a provoqué aussi en même temps ce qu'on appelle chez les militaires un effet mercure, c'est-à-dire une dispersion au-delà des frontières
du Nord Mali des groupes en question, notamment vers la Mauritanie, le Niger, l'Algérie, ainsi que l'installation de nouveaux refuges et camps d'entraînement dans le sud libyen, en particulier à Oubari et Sebha. On a toujours au niveau opérationnel une tactique de repli, ce qu'on dit en anglais hit and run, très efficace, qui permet la survie des combattants et le maintien en même temps d'une insécurité chronique. On a aussi une rapidité de réaction lorsqu'un chef de Katiba est éliminé, comme on l'a vu après la mort de Abu Zaïd, il a tout de suite été remplacé par un autre Algérien, Jamel Oukacha. On a eu aussi, avec ce qu'on appelle le printemps arabe, un renforcement de cellules islamistes domestiques locales grâce à la complaisance des frères musulmans qui avaient été au pouvoir un certain temps, en particulier en Égypte et surtout au Sinaï et en Tunisie. Également en Libye, on a eu des Ansar al-Sharia, c'est-à-dire des réplications de cellules tout le long du territoire maghrébin, ainsi que des collaborations opérationnelles ponctuelles, comme on l'a vu lors des attaques menées au Niger en 2013 entre la brigade de Mortar Belmokhtar et le Mujao. Quand je parlais de capacité de rapidité de réaction des groupes extrémistes, je pensais en particulier à l'utilisation du corridor de la passe de Salvador, qui est un corridor extrêmement difficile, ardu à traverser, mais qui est bien connu des trafiquants dans la région et qui a servi au groupe du Nord Mali à quitter le pays pour aller se réfugier en Libye, puisqu'il n'y a pas de frontière entre la Libye et le Mali. Enfin, en ce qui concerne la dernière caractéristique, de l'extrémisme violent, c'est la régionalisation du terrorisme et de l'extrémisme violent à des territoires nouveaux, donc avec l'ouverture de nouveaux fronts, comme on le voit avec Boko Haram, qui redouble de férocité au nord du Cameroun, au Niger et au Tchad. Et enfin, l'enracinement géographique de groupes qui habituellement n'étaient pas territorialisés. Je pense par exemple à la cellule de Mortar Belmokhtar quand elle a fusionné avec le Mujao pour donner une katiba appelée Al-Mourabitoun, ce qui est d'ailleurs un nom qui n'est pas dû au hasard puisqu'il fait référence à la conquête musulmane de l'Espagne par des tribus berbères islamisées. Cet enracinement géographique fait aussi penser à ce qui se passe évidemment avec Daesh, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, autre point à noter dans la régionalisation et l'internationalisation de l'extrémisme violent, excusez-moi avec ces... C'est pas terrible, hein? C'est des liens de plus en plus fréquents dans la nébuleuse terroriste, c'est-à-dire que on a maintenant une jonction de ce qui se passe au Moyen-Orient avec ce qui se passe en Afrique, c'est-à-dire que l'impact déstabilisateur des événements qui se déroulent au Moyen-Orient, évidemment je pense à la Syrie en particulier, affecte la région, mais constitue également une source d'inspiration pour des groupes extrémistes en Afrique qui continuent à embrigader de nombreux jeunes pour rejoindre leur rang. Donc c'est une forme, on pourrait dire, de mondialisation en réseau des adeptes du djihad qui relie le monde africain et le monde arabe. Pour exemple, évidemment, la Libye est le territoire d'insécurité le plus favorable à l'enracinement et à l'internationalisation des groupes. Déjà en 2011, on sait qu'il y avait une activation de filières pour l'envoi de combattants pour partir en Syrie par l'ancien commandant du comité militaire de Tripoli, Abdelhakim Belhadj, qui est un frère musulman, qui avait été envoyé en Turquie pour activer ces filières
à travers le canal de ce qu'on a appelé la coalition nationale libyenne de soutien à la révolution syrienne, qui était fondée par un Syrien, mais qui avait vécu en Libye. On a également, dans l'internationalisation, les réseaux toujours actuels. You are better than me. Ah, this one, ok. Excusez-moi, la technique, c'est pas trop mon fort. L'activation donc de filières. Là, je prends l'exemple des jeunes Tunisiens qui sont désireux d'aller combattre en Syrie et qui sont pris en charge à Radamès, donc à la frontière libyenne près de l'Algérie, pour une formation militaire, qui partent ensuite pour Brega afin de d'être transférés sur Istanbul, pour être ensuite transférés à la frontière syrienne, toujours par la filière de cette coalition nationale libyenne de soutien à la Syrie et le réseau de Jabhat al-Nusra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie. On sait que les Tunisiens représentent le contingent le plus élevé parmi ceux qui sont embrigadés pour la Syrie et l'Irak. Et évidemment, les autorités tunisiennes maintenant craignent le retour de certains d'entre eux, enfin pas seulement d'ailleurs les Tunisiens, mais en particulier les Tunisiens parce qu'ils sont les plus nombreux. Autre fait important à noter, c'est l'apparition de Daesh et la pénétration de l'Afrique par Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Là, je donne simplement l'exemple de la Libye, parce que c'est l'exemple le plus frappant, où on a déjà un conseil consultatif de la jeunesse islamique qui s'est installé dans la ville de Derna, et qui est en opposition avec les groupes islamistes locaux. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, puisque Daesh, qui prétend que son combat est lié à la lutte contre le chiisme, s'est installée dans un pays à majorité sunnite. Donc, elle est devenue, si vous voulez, l'ennemi en fait des brigades locales. En Algérie, on a vu aussi l'apparition de deux katibas, bon, tristement célèbre Joun el-Khilafa qui avait kidnappé un citoyen français, et récemment, en juillet, la proclamation d'un nouveau groupe qui s'appelle Seriat el-Ghuraba, groupe armé de Constantine et de ses environs. On a également la question du Sinaï. Le Sinaï, c'est quand même l'Afrique, avec la faction égyptienne de Daesh, qui se désigne elle-même sous le nom de Wilayat Sinaï, province du Sinaï, et qui régulièrement attaque le gazoduc qui va jusqu'en Israël, attaque les forces armées, les forces de police et les forces de sécurité égyptiennes. On pense que le groupe en question, le groupe le plus ancien, Ansar al-Bayt al-Maqdis, compte à peu près 1000 individus qui tentent de renverser le régime du Caire. Le Maroc également a, en janvier, démantelé une cellule se prétendant affiliée à Daesh. Et on a évidemment l'affiliation à Daesh du groupe Boko Haram au Nigeria. Je vais passer maintenant, après cette brève présentation, aux moyens et modalités de lutte contre l'extrémisme violent et commencer par les aspects militaires. Donc, en prenant pour exemple l'opération Serval d'abord, qui est suivie aujourd'hui par l'opération Barkhane. L'opération Barkhane qui, en fait, a été pensée pour contenir la dissémination des groupes violents dans des zones auparavant indemnes, ce dont je parlais tout à l'heure, l'effet Mercure, et qui en fait cherche à contenir ces groupes dans les zones où ils sont déjà implantés. D'ailleurs, les attaques de Boko Haram, par exemple, dans le sud Niger, ont été contenues grâce au dispositif Barkhane. Alors j'ai eu la chance récemment, au cours d'un séminaire, de rencontrer le général de Saint-Quentin, qui est l'ancien commandant du chef de l'opération Serval, qui disait que effectivement on a fait beaucoup, mais on pourrait mieux faire, c'est-à-dire dans le sens où il faudrait pouvoir évidemment neutraliser ces groupes. Mais on sait bien que les aspects militaires ne sont pas suffisants quand il s'agit de guerre asymétrique, d'autant qu'aujourd'hui ces groupes sont devenus très méfiants d'après
quelqu'un qui participe à l'opération Barkhane. Aujourd'hui, ils utilisent plutôt des éclaireurs à moto qui sont plus discrets que les pick-up. Ils évitent de téléphoner pour ne pas se faire repérer par les moyens d'écoute français et américains. Ils observent les mouvements de l'armée française et se déplacent en fonction de ces mouvements. Donc, c'est un peu un jeu de chat et de souris, mais toujours est-il que les personnes, disons, à qui j'ai parlé sont tout à fait conscientes qu'il faudra énormément de temps et qu'il n'y aura pas, j'allais dire, de victoire militaire au sens conventionnel du terme. La dissémination de la menace est violente. Elle se fait aussi dans des pays tout à fait inattendus, comme on l'a vu récemment avec la capture de plusieurs extrémistes à la frontière ivoirienne, ce qui veut dire qu'aucun pays n'est indemne et immunisé contre cette contagion. Cette dissémination oblige évidemment les États concernés à mener des offensives conjointes pour contenir les groupes extrémistes, comme on le voit en ce qui concerne la région Nigeria, Niger, Tchad et même Bénin, puisque récemment, il a été décidé de créer une force multinationale avec ces pays-là contre Boko Haram. Mais la question que soulève toute action militaire contre l'extrémisme violent est bien évidemment de quelle guerre parle-t-on? Si c'est une guerre au sens traditionnel, il faut d'abord définir les buts de guerre. Au vu des réalités de terrain, il est impossible de vaincre l'ennemi dans la définition traditionnelle, de l'éradiquer, de le neutraliser et de proclamer une victoire définitive contre lui. Donc il s'agit plus de guerre d'usure où il n'y a pour l'instant ni vainqueur ni vaincu. L'autre question que soulève l'action militaire est celle de l'éthique dans l'usage de la force en présence de populations civiles, c'est-à-dire dans un combat non conventionnel, asymétrique, où les notions classiques de faible et de fort sont remises en question. L'éthique soulève aussi la question de la place des armées dans la société, son rôle, ses missions, ses relations avec la société civile, en particulier en temps de conflit, et en termes aussi de moyens employés, c'est-à-dire en termes de proportionnalité de l'usage de la force, avec quelles armes, est-ce qu'on utilise des drones pour des assassinats ciblés, mais là encore, cela soulève la question de la légalité des assassinats ciblés sans support juridique préalable. Donc l'éthique militaire, qui est au départ un ensemble de pratiques et de discours visant à guider les forces armées et leurs membres afin qu'ils agissent de façon conforme à des valeurs ou à des normes, a été basée au départ sur la doctrine d'un illustre africain, qui n'est autre que Saint Augustin d'Hippone, et qui est un modèle de pensée et un ensemble de règles de conduite morale définissant dans quelles conditions la guerre est une action moralement acceptable. Donc là, j'ai donné la définition traditionnelle, enfin celle de Saint Augustin, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut reprendre ces définitions pour la guerre asymétrique telle qu'on la connaît aujourd'hui? Si on n'est pas dans l'utilisation, enfin dans le cadre de l'éthique militaire, on va se retrouver face à des situations où les populations auront peur de l'uniforme, ce qui est déjà le cas dans de nombreux pays où l'uniforme représente la force et l'autorité uniquement, et face à une méfiance grandissante envers des forces armées impuissantes à assurer la sécurité des citoyens. On multiplie certes le nombre d'interventions militaires, par exemple contre Boko Haram. Ici, vous avez en bas l'évolution du nombre d'interventions par les pays concernés. Mais on voit bien que depuis 2010, Boko Haram a redoublé de férocité. Ça n'a pas affaibli l'organisation en termes de terreur et de nombre d'attaques et surtout de cruauté. Donc, je voulais prendre l'exemple aussi des forces armées nigérianes contre Boko Haram qui ont été récemment sous le feu des critiques pour leur peu de résultats après tant d'années de combat contre Boko Haram et pour leurs exactions qui sont responsables de la mort de 8000 civils selon l'organisation Amnesty International.
Ce rapport mentionne aussi plusieurs hauts gradés impliqués dans ces exactions et demande au gouvernement d'abolir l'impunité dont jouit l'armée. C'est pourquoi d'ailleurs le nouveau président nigérian a décidé de remanier en profondeur l'état-major de l'armée. Mais la question que posent les exactions de l'armée, c'est le fait que l'armée se coupe de la population. Elle se coupe donc d'une source cruciale de renseignements sur le terrain. Et donc, elle crée, si vous voulez, de la distance avec ceux qui pourraient être d'une aide pour une forme de renseignement. Un autre problème propre aux armées africaines est qu'elles sont souvent sous-équipées et démoralisées, donc démotivées, qu'elles refusent souvent de combattre, ça a été le cas, on l'a vu au Mali, qu'elles sont minées par la corruption et les abus de pouvoir de haut gradé envers la subalterne. J'ai participé à un séminaire à Garmisch en Allemagne où des sous-officiers se plaignaient par exemple du fait qu'ils ne pouvaient pas avancer dans leur promotion puisque leur hiérarchie avait des préférences plus ethniques que dues au mérite. Donc ce n'est pas parce qu'une armée a qu'un État a un budget de défense élevé et un nombre élevé d'hommes que cela suffit. Aujourd'hui, il est nécessaire de professionnaliser les armées, de verser des salaires suffisants, mais surtout de cibler les entraînements et les formations adaptés aux menaces actuelles et à la guerre de guérilla, et d'avoir une hiérarchie irréprochable. Et également avoir un budget de défense qui serve à acquérir du matériel pour les buts de guerre actuels et adaptés aussi aux menaces actuelles. Toujours en ce qui concerne donc la question des armées, les États-Unis avaient donc décidé de diminuer leur aide aux forces armées nigérianes pendant un certain temps, mais aujourd'hui, c'était une déclaration du président Obama en juillet dernier, qui est de renforcer au contraire leur coopération militaire en Afrique, en particulier avec un fort accent sur l'éthique et la déontologie vis-à-vis des populations civiles. Ça va concerner non seulement le Nigeria, mais aussi le Ghana, l'Éthiopie, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda. Et enfin, professionnaliser les armées pour en finir avec les exactions, ce qui a été déclaré par le président américain, de manière à ce qu'une armée qui lutte contre le terrorisme ne soit pas mal formée, car le remède pourrait être pire que le mal. En ce qui concerne la dernière partie sur les mesures non militaires contre l'extrémisme violent, je voulais parler des programmes de déradicalisation et les mesures prises en réaction aux attaques des groupes extrémistes armés. Donc on a, là je vous ai mis quelques définitions, la différence entre, parce que souvent on parle de contre-radicalisation et on inclut la déradicalisation. Or la contre-radicalisation se fait déjà en amont, c'est-à-dire avant que les personnes soient radicalisées. La question du désengagement, qui est le fait qu'une personne décide de sortir du groupe auquel elle appartenait, mais évidemment sans garantie. Donc, en fait, les exemples que je vais prendre sont des exemples qui concernent les pays sur lesquels je travaille, mais parce que aussi chaque société étant spécifique, les programmes doivent être spécifiques, c'est-à-dire que les États décident de programmes ou du contenu des programmes en fonction de ce qu'ils sont. Donc, selon les pays, nous avons des cibles qui peuvent être multiples et sur qui l'accent peut être plus ou moins fort. Alors, la jeunesse, évidemment, parce que c'est souvent les jeunes qui se radicalisent et parce que c'est la proportion de population la plus élevée dans les sociétés concernées. Souvent, ce sont des pays musulmans, donc, dont j'ai pris les exemples, donc, qui vont travailler sur les questions religieuses, c'est-à-dire le rôle des mosquées, le rôle des imams, le rôle des chefs religieux. Ça va être aussi les prisons. Comment fait-on dans l'univers carcéral? Est-ce qu'on sépare les radicalisés des potentiels radicalisés? Enfin, là, il y a des questions aussi qui se posent. On a aussi la question d'Internet, la
construction d'un contre-discours, mais qui ne doit pas être un discours moral, mais un discours basé sur des pratiques, c'est-à-dire sur les choses réelles telles qu'elles se passent. Je pense particulièrement en ce qui concerne Internet, que ce n'est pas en créant, si vous voulez, des vidéos de contre-discours qu'on va convaincre les jeunes, parce qu'ils vont bien savoir que de toute façon de qui ça vient, donc ça n'aura aucune force de conviction. Donc en fait, il faudrait commencer à déradicaliser, comme on dit, offline et non pas online. Mais bon, ça c'est une question qui pourrait être posée. Alors en ce qui concerne les contenus, vous avez différents axes et différents lieux qui sont visés par les programmes de déradicalisation selon les pays. Les prisons, l'éducation, donc que ce soit les écoles primaires, secondaires, supérieures et professionnelles, il ne faut pas oublier les universités bien sûr. La promotion du dialogue interculturel, en particulier dans les pays qui ne sont pas à majorité musulmane, etc. etc. La question aussi qui se pose pour les programmes de déradicalisation, c'est la mesure de l'effectivité de ces programmes. Il n'est pas garanti de toute façon qu'ils fonctionnent toujours à 100% et pour tout le monde. Donc on peut avoir des récidives ou ce que j'appellerais des rechutes, et puisqu'on est dans un domaine, si vous voulez, qui a trait à des choses, j'allais dire, souvent inquantifiables. Donc on a vu des cas où il y a eu de la déradicalisation dans des cas d'amnistie où les gens ont proclamé haut et fort qu'ils étaient radicalisés et qu'ils n'utiliseraient plus jamais la violence, mais en fait qui sont retombés dans la violence quelques mois plus tard. Je passe parce que sinon je vais... Une autre question aussi qui se pose dans la radicalisation, c'est l'utilisation des femmes. Le Gabon, le Cameroun et le Tchad ont décidé l'interdiction du voile intégral puisqu'il a été utilisé récemment pour mener des attaques suicides dans ces pays. Donc ça peut être une mesure aussi, j'allais dire, ponctuelle en réaction à un état de fait particulier. Mais ce que pose l'enrôlement des femmes, c'est aussi l'impact que ça a sur les esprits, c'est-à-dire le redoublement de la terreur du fait que ce soit des femmes qui aient commis l'acte suicide. On pourrait se demander pourquoi on en est arrivé là. Moi, je dirais qu'il y a une question qu'il faudrait se poser, c'est l'influence wahhabite en Afrique depuis, alors pas seulement depuis les années 70 comme on le prétend souvent. Le wahhabisme a pénétré l'Afrique dans les années 40, mais au départ, c'était un mouvement anticolonial, c'est-à-dire qui voulait promouvoir le djihad contre les forces d'occupation étrangères. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'Arabie saoudite, avec ses programmes de fondation, de financement de mosquées, d'écoles, de madrasas, etc., qui cherchent en fait à instaurer un islam uniformisant, rigoriste et conservateur, et j'allais dire qui bat en brèche en fait l'islam local et en particulier celui des confréries. Donc là où les confréries sont plus puissantes, il y a moins de chances, disons, que le wahhabisme prenne pied. Et comme le disait très justement un politologue libanais, Hassan Salamé, il disait le pétrole, donc l'Arabie saoudite, a été toujours l'ennemi des femmes dans les pays qui en subissent l'influence, puisque l'idéologie conservatrice a produit le recul des droits des femmes pour des intérêts géostratégiques. Un autre aspect aussi de la déradicalisation, c'est de la lutte contre l'extrémisme violent, c'est le durcissement des législations au détriment des droits humains et du droit international auquel il faudrait faire attention, c'est-à-dire le fait qu'en réaction et sous l'effet d'une émotion suite à une série d'attaques, on prenne des mesures législatives qui soient des mesures d'exception, qui deviennent au fil du temps des mesures ordinaires. On l'a vu dans toutes les situations où l'état d'urgence a été proclamé et qu'il a duré des années, parce que ces lois servent aussi
à museler les oppositions et la société civile. Donc, il ne suffira pas d'avoir des élections transparentes si, à côté, on a des lois d'exception prises, j'allais dire, dans l'urgence. Pour aller vite, je vais terminer par quelques exemples de programmes par pays. Donc, je prendrai juste quelques exemples. Le Maroc, par exemple, lui, a choisi de mener une diplomatie religieuse en Afrique de l'Ouest et de s'occuper en particulier de la formation des imams, spécifiquement maliens, mais pas seulement, pensant justement que du fait que, après les printemps arabes et l'instabilité en Égypte, il y a eu un affaiblissement, si vous voulez, du pouvoir d'Al-Azhar, qui est quand même l'entité religieuse qui servait de guide religieux. Donc le Maroc a décidé, j'allais dire, de compenser ce vide. En Mauritanie, on a plutôt opté pour des programmes visant des jeunes salafistes emprisonnés et de travailler sur les aspects purement théologiques par le dialogue avec des chefs religieux reconnus et légitimes, de manière à inciter et convaincre ces jeunes de laisser tomber, si vous voulez, la violence. Il ne faut pas oublier que les Mauritaniens représentent la deuxième nationalité après les Algériens dans la branche saharienne de AQMI. En Algérie, on a eu d'abord les premières mesures qui ont été prises dans les fin des années 90, d'abord la concorde civile, ensuite, plus tard, la charte pour la réconciliation nationale. Mais dès 1993, on a fait appel à des femmes qui ont été nommées, pas vraiment imams, mais des conseillères religieuses, disons, pour travailler à la déradicalisation des jeunes qui sont tombés dans l'extrémisme violent. Et plus actuellement, le ministre des Affaires religieuses algérien a pris, j'allais dire, le taureau par les cornes et décidé qu'il fallait combattre les imams autoproclamés, contrôler les mosquées. Et pour cela, 2 décisions ont été prises. La création d'une académie de la fatwa et la création d'un observatoire contre les dérives sectaires et l'extrémisme religieux. Au Nigeria, excusez-moi, elle est un peu... en janvier de cette année, à Abuja, a été lancé le programme de déradicalisation dans les prisons avec l'appui de l'Union européenne et le bureau du conseiller à la sécurité nationale. En conclusion, je dirais que lutter contre l'extrémisme violent ne peut porter ses fruits qu'au travers d'une approche multidimensionnelle qui combine à la fois des aspects militaro-opérationnels, dont le renseignement fait partie, des aspects culturels, religieux et politiques, c'est-à-dire démocratie, pas seulement dans les élections, mais également des aspects économiques et sociétaux, et enfin les aspects légaux. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop profiter de mon temps de parole et laisser place au débat avec vous. Je vous remercie pour votre attention.